Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à l'atelier Choisir son statut. Aujourd'hui, nous sommes avec Silvio Francius pour Nova Expertise du réseau Number. Parfait. Mais merci Agathe pour cette introduction. Mais écoutez, on va passer ensemble un temps d'échange où je vais dans un premier temps vous exposer les différentes solutions à votre disposition. Et ensuite, on aura un temps d'échange sur les questions que vous pouvez éventuellement avoir. Alors, je vois qu'il y a un petit message que tout le monde nous entend, nous voit bien. Du coup, Alors, il y a une personne qui dit qu'elle n'a pas de son, mais les autres ont l'air de dire que ça marche. ok. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que tout est bon de votre côté, s'il vous plaît, dans la conversation? Bon, tout ça a l'air ok. Tout ça a l'air ok. C'est bon. Parfait. On ne vous voit plus par contre. Est-ce que c'est bon? Parfait. C'est bon. Nickel. Alors, je vais partager mon écran et on va pouvoir débuter. Parfait. Alors, normalement, d'ici quelques secondes, dites-moi quand vous avez l'image. C'est bon. Moi, c'est bon pour moi. Parfait. Très bien. Donc, comme je le disais, on va donc voir ensemble les différentes solutions juridiques à votre disposition. Alors, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Vous pourrez les poser dans le chat et à la fin de la présentation, je pourrai répondre directement. Agathe me les posera directement. Alors, donc on va entrer dans le vif du sujet. Juste avant, petite présentation de notre équipe et de notre groupe Number. Donc, on fait partie d'un réseau de cabinets d'expertise comptable un peu partout en France, donc à Paris, à Bordeaux et Lyon, pour ne citer que ces trois villes. Et l'idée, c'est vraiment de vous proposer un accompagnement dédié, efficace pour le suivi, la création de votre société et les questions qui peuvent en découler lorsqu'on se lance. Donc, ça fait plus de 20 ans que le groupe existe, avec pas mal de créations de sociétés tout au long de l'année, et on accompagne plus de 25 000 entrepreneurs aujourd'hui. Alors, on va voir les différents statuts à votre disposition quand vous souhaitez vous lancer. Et on terminera par l'accompagnement à la création d'entreprise afin que vous puissiez avoir une vision globale du statut à choisir et comment va se passer, se dérouler les démarches pour vous lancer. Alors, les différents statuts à votre disposition, on va vraiment avoir deux grandes familles. D'un côté, on aura les structures en nom propre, de l'autre, la solution liée aux sociétés. On va débuter par les structures en nom propre, en l'occurrence la micro-entreprise et l'entreprise individuelle, et on terminera avec le format de la société, qui est peut-être le format peut-être le plus connu et où on verra que finalement, on aura des avantages et des inconvénients à passer sur la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, ou alors par le format de la structure, la plus connue peut-être, le format de la société. Alors, on va débuter avec donc la micro-entreprise, qui est une structure en nom propre. On entend par là que la structure que vous créez aura votre nom, prénom. Donc, si moi, Sylvio, je crée une micro-entreprise pour mon activité de conseil, par exemple, elle va donc s'appeler Silvio Francius. Je n'aurai pas un nom de société qui sera complémentaire. Donc, en termes de responsabilité, je vais être donc engagé. Je n'aurai que ma résidence principale qui sera protégée. Sinon, en termes de responsabilité, on dit qu'elle est illimitée. Alors, comment la micro-entreprise fonctionne? Très simplement, vous allez avoir un chiffre d'affaires que vous allez facturer. Vous allez donc devoir faire une déclaration en ligne chaque mois ou une fois par trimestre, ce qui vous permettra de régler vos cotisations sociales. Donc, il faut savoir que lorsque vous avez une micro-entreprise, vos cotisations sociales vont s'élever aux alentours de 22,5%. Donc, c'est un taux qui sera fixe, peu importe le niveau de votre chiffre d'affaires. Ces cotisations sociales vont vous permettre de pouvoir cotiser à différentes caisses
Donc, on va dire tout ce qui va être prévoyance, sécurité sociale, retraite. Par contre, vous n'aurez pas de complémentaire retraite. Donc, ça reste quand même plus ou moins léger, notamment sur une activité sur du long terme en micro-entreprise. Il faut vraiment y penser pour la retraite dans un second temps. En termes d'impôt sur le revenu, lorsque vous avez une micro-entreprise, il faut savoir que vous avez deux possibilités. Soit vous partez sur ce qu'on appelle le prélèvement libératoire, où là, vous allez avoir une imposition qui sera un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc, pour les activités de service, de prestation de service, on sera sur un taux de 2,2%. Alors, pour pouvoir bénéficier de ce prélèvement libératoire, il faut avoir un revenu qui n'excède pas environ 27 000 euros N-2. Donc, c'est quand même sous condition de revenu. Donc, le montant que je vous annonce de 27 000 euros, c'est pour un célibataire. En fonction de votre composition familiale, ce montant sera revu à la hausse. Deuxième possibilité, c'est de venir soumettre le chiffre d'affaires au barème progressif de l'impôt sur le revenu, entre guillemets, comme du salaire. Alors, bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préciser dans le chat, je pourrai y répondre tout à l'heure. Voilà donc pour le fonctionnement de la micro-entreprise. Lorsque vous avez une micro-entreprise, au-delà de ce fonctionnement, on aura différents seuils à avoir en tête. Le premier sera le seuil du chiffre d'affaires. Il faut savoir que lorsque vous avez une micro-entreprise, vous ne pouvez rester dans cette forme juridique uniquement sous condition, notamment ne pas avoir un chiffre d'affaires qui va excéder un peu plus de 72 000 euros. Donc ça, c'est pour une activité de prestation de service. Pour une activité d'achat-revente, le chiffre d'affaires à ne pas dépasser s'élève à 176 000 euros 200. Concernant les frais, il faut savoir que lorsque vous avez une micro-entreprise, on ne pourra pas faire une déduction à l'euro près, à la dépense réalisée. On va partir sur un forfait. Lorsque vous avez une activité de prestation de service, type conseil par exemple, on sera sur 34% d'abattement. On va considérer que votre activité donc génère 34% de frais. Donc vous aurez droit à cet abattement et vous paierez donc de l'impôt sur le revenu uniquement sur 66% de votre chiffre d'affaires. Pour une activité d'achat-revente, on sera plutôt sur un abattement de près de 71%. Comme je vous le disais, en termes de cotisation sociale, on reste donc sur un taux fixe, 22 pour une activité de prestation de service et 12,8% pour une activité d'achat-revente. Alors, au-delà de ces trois seuils, il y aura celui de la TVA à avoir en tête. Lorsque vous dépassez 34 400 ou 85 500 euros pour l'activité d'achat-revente, vous êtes dans l'obligation de collecter de la TVA pour l'État. Donc, sur vos factures, dans un premier temps, vous ne mettrez que le montant de votre prestation. Mais par la suite, à partir du mois où vous allez atteindre ce taux, vous devrez faire apparaître le taux de TVA qui correspond à votre activité. Voilà donc pour les différents seuils de la micro-entreprise. On va donc faire une synthèse. Les 3 points donc à retenir pour la micro, ça va être cette simplicité par rapport à cette forme juridique, que ce soit sur la création au quotidien, ou même si demain vous souhaitez clôturer la micro-entreprise, il faut savoir que c'est une ouverture que vous pouvez faire en ligne et vous n'aurez que quelques déclarations à faire, soit chaque mois, soit chaque trimestre, ou si demain vous avez la TVA, ce sera une TVA mensuelle. Élément à avoir en tête, c'est que lorsque vous avez une micro-entreprise, il n'est pas possible de déduire ces frais. Donc, soyez vigilants là-dessus en fonction de votre activité, des dépenses que vous aurez engagées. Potentiellement, ça peut être un inconvénient. Troisième élément, ça va être cette notion de seuil. Il faut savoir que quand vous atteignez des seuils, souvent vous avez une déclaration à réaliser. En tout cas, on attend une action de votre part. Pour prendre un exemple, si vous arrivez à dépasser 2 années consécutives le seuil du chiffre d'affaires, vous devez absolument quitter la micro-entreprise pour partir sur une autre forme juridique. Voilà donc pour la micro-entreprise. On va donc passer à la deuxième
forme juridique en nom propre, donc l'entreprise individuelle, où là encore, si je décide de créer une activité, elle sera toujours en mon nom, Silvio Francius. Donc, en termes de responsabilité, on sera sur le même schéma, pas de différence. Cependant, en entreprise individuelle, on va pouvoir cette fois déduire des frais au réel. Ça va être la grande différence, notamment avec la micro-entreprise. Lorsque j'ai une entreprise individuelle ou une profession libérale, c'est un terme aussi qui peut être assimilé à l'entreprise individuelle, vous allez pouvoir déduire de votre chiffre d'affaires des frais professionnels. Donc là, pour chaque dépense, à l'euro près, on pourra déduire ces dépenses de votre chiffre. Et on va également déduire les cotisations sociales. Les cotisations sociales en entreprise individuelle vont s'élever à 45%. Ces cotisations sociales vont vous permettre de cotiser à la sécurité sociale, avoir un système de prévoyance et la retraite, bien évidemment. Une fois qu'on aura déduit les cotisations sociales, on arrivera à votre bénéfice et c'est ce bénéfice qui sera soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Voilà donc le fonctionnement de l'entreprise individuelle. Là encore, forme juridique relativement simple en termes de suivi. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir un cabinet comptable, là encore. Vigilance tout de même, si vous n'avez pas une structure indépendante qui contrôle vos comptes, vous aurez donc une majoration de votre chiffre d'affaires qui, cette année, s'élève à 20% et en 2022, s'élèvera à 15%. Donc, point de vigilance quand même. L'idée, c'est d'être accompagné par un tiers qui pourra certifier que vous n'avez pas triché, entre guillemets. L'intérêt de l'entreprise individuelle et la différence par rapport à la micro-entreprise, ça va être cette possibilité de pouvoir déduire des frais réels. Et le troisième point très important à avoir en tête lorsqu'on hésite sur telle ou telle forme juridique, ça va être la limite en termes d'optimisation d'une entreprise individuelle. Je vais retourner sur le schéma pour que vous puissiez bien l'avoir en tête. Lorsque vous avez une entreprise individuelle, si votre chiffre d'affaires augmente, ce que je vous souhaite lorsque vous avez un business, si vos frais, par contre, stagnent, ce qui arrive en général, c'est-à-dire les frais fixes de fonctionnement, cela signifie que vous allez avoir plus de cotisations sociales à payer et plus d'impôts sur le revenu à régler. Donc, en termes d'optimisation, on sera très limité. Voilà donc zoom sur l'entreprise individuelle. On va donc passer maintenant à la deuxième grande famille, qui est donc le format de la société. Et là, on aura plusieurs possibilités, soit une EURL, soit une SASU. Et si vous êtes plusieurs associés, le URL sera donc une SARL et la SASU, une SAS. Donc là, la grande différence, c'est que lorsque vous avez une société, là, finalement, vous créez une personne morale, donc qui sera bien dissociée de votre personne physique. Donc, en termes de responsabilité, on dit qu'elle est limitée. Cela signifie que si jamais votre client se retourne contre vous, en aucun cas, on peut atteindre vos biens ou vos avoirs, contrairement aux structures en nom propre. Autre avantage de la société, vous aurez la possibilité potentiellement de vous associer à d'autres personnes, ce qui n'est là pas encore possible avec une structure en nom propre. Donc, on voit qu'il y a un réel intérêt, dans certaines conditions, à quand même partir sur le format de société. Si vous êtes dans une situation où vous allez pouvoir bénéficier de l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi, donc à des indemnités chômage, le fait de partir sur un format de société vous permettra également de pouvoir cumuler le chiffre d'affaires avec votre société et en même temps Pôle emploi à titre personnel. Là encore, lorsque vous avez une structure en nom propre, c'est plus compliqué parce que votre chiffre d'affaires sera considéré comme votre revenu, ce qui viendra décaler vos indemnités chômage. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser, je pourrai faire un zoom là-dessus. Alors, je vous propose de voir dans un premier temps le fonctionnement d'une société. On va donc aborder les points communs de la SASU et de l'EURL. Dans un second temps, on verra les différences. Alors, comment fonctionne une société? En France, vous allez donc pouvoir avoir un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires va être déduit par des frais professionnels. Donc là encore, toutes les dépenses qui vont être réalisées.
On va également déduire du chiffre d'affaires, cette fois, la rémunération, ainsi que les cotisations sociales qui sont liées à votre rémunération. Une fois qu'on a déduit ces 3 éléments, on arrive à votre bénéfice brut. Ce bénéfice brut sera soumis à l'impôt sur les sociétés. Et là, vous avez un barème progressif. Jusqu'à 38 120 €, vous êtes imposé à hauteur de 15%. Et au-dessus de 38 120 €, vous êtes imposé à hauteur de 26,5%. Donc, en fonction du chiffre d'affaires que vous allez générer, le taux qui sera donc à régler ne sera pas le même. Une fois que vous êtes passé par la case impôt, en arrivant à votre bénéfice net, et là, vous aurez 2 possibilités. Soit vous décidez de laisser la totalité ou juste une partie de votre bénéfice dans votre société sous forme de réserve, ou alors vous décidez de récupérer le bénéfice à titre personnel sous forme de dividendes. Concrètement, les dividendes vont être finalement la possibilité de sortir du cash de votre société d'une autre façon que du salaire. Voilà donc pour le fonctionnement de la société. Abordons maintenant les différences. On aura 2 différences majeures entre la SASU et le URL. La première différence, et pas des moindres, sera sur la partie sociale. Lorsque vous êtes en SASU, vous êtes affilié au régime général. Donc, le régime général des cadres, c'est le régime qui vous apporte en tant que salarié, on dira, la meilleure protection sur l'aspect retraite, prévoyance. Donc, en SASU, vous êtes affecté à cette caisse, vous avez exactement la même garantie qu'un salarié cadre dans le privé. Le montant des cotisations sociales à payer, finalement, va être calculé de la façon suivante. Cela va représenter 75% de votre salaire net. Donc, si vous souhaitez vous verser 10 000 € net, votre société devra payer 7 500 € de cotisations sociales complémentaires. En EURL, vous serez affilié à un autre régime, le régime des indépendants, appelé donc la SSI, où là, le taux de cotisation sociale sera plus faible. On sera à 45% de votre salaire net. Donc, pour 10 000 € net, la structure devra payer 4 500 € de cotisation sociale. Alors, bien évidemment, avec un taux de cotisation sociale plus faible, la qualité de couverture est moins forte. C'est-à-dire qu'à salaire égal, vous allez avoir un système de prévoyance moins généreux et vos pensions de retraite seront moins élevées. Alors, il est possible, lorsque vous êtes en EURL, de souscrire à des contrats privés pour venir augmenter cette qualité de couverture. Donc, c'est un élément, en tout cas, à avoir en tête si vous partez sur ce schéma de l'EURL. Autre différence entre la SASU et l'EURL sur la partie sociale, c'est en termes de suivi administratif. En SASU, vous aurez chaque mois une fiche de paye et vous payerez en direct les sommes dues, donc les 75% de votre salaire net, alors qu'en EURL, il n'existe pas de fiche de paye. Donc, le URL fonctionne plutôt par forfait. Dans un premier temps, vous allez payer le forfait de 3 000 € à l'année et c'est uniquement l'année suivante que la caisse fera le calcul. En fonction de ce que vous avez réellement perçu, ils vous feront des appels de régularisation des 45% réellement dus. Voilà les grandes différences sur la partie sociale entre l'EURL et la SASU. On va maintenant faire le point sur les dividendes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les dividendes seront un moyen de récupérer du cash de la structure à titre personnel. Et là encore, on aura une disparité entre l'EURL et la SASU. En SASU, lorsque vous décidez de percevoir des dividendes, vous avez 17,2% de prélèvements sociaux à régler. On viendra rajouter à la CSG, donc à ces prélèvements sociaux, l'impôt sur le revenu. Et là, vous avez 2 possibilités, soit un taux fixe qui s'élève à 12,8%, appelé aussi flat tax, ou alors le barème progressif classique avec un abattement de 40%. On aime résumer la taxation sur les dividendes en SASU à un taux maximum de 30%. Vous pouvez retenir ce taux. Lorsque je me verse des dividendes en SASU, je paierai maximum 30%. En EURL, grande différence, vos dividendes seront soumis aux cotisations sociales. Et là, donc 45% à régler. Et il faudra rajouter
de l'impôt sur le revenu, donc aux alentours de 12,8%, si on part sur le taux fixe. Voilà donc la différence sur la partie dividende. En synthèse, finalement, on aura vraiment une différence de philosophie entre la SASU et le URL. SASU, fonctionnement, j'ai envie de dire plutôt courant, ma fiche de paye chaque mois, le régime du salarié. J'aurais plutôt tendance à ne pas avoir un salaire élevé pour prendre le maximum de dividendes. Donc, il faut être vigilant parce qu'on a différents seuils de rémunération à percevoir pour éviter notamment des taxes complémentaires, alors qu'en URL, on va plutôt maximiser son salaire pour, a priori, ne pas prendre de dividendes, sauf là encore, aux revenus ou compositions familiales exceptionnelles. Voilà donc pour la partie société. 3 points donc à retenir. L'optimisation fiscale, qui va être le point et l'avantage du format de la société, notamment avec Pôle emploi, ou encore le jeu de je prends du salaire, je me verse des dividendes. Donc, vous aurez cette possibilité. Autre point pertinent, ça sera sur la partie sociale, où là, en créant votre société, vous pouvez choisir de partir sur un régime spécifique en fonction de votre situation et de pouvoir potentiellement partir sur une URL en prenant des contrats privés. Et le troisième avantage, qui n'est pas des moindres, est la possibilité de vous protéger à 100% en créant une personne morale. Vos biens, vos avoirs seront donc protégés à 100%. Voilà donc la présentation SASU, EURL, micro-entreprise, entreprise individuelle. On va donc maintenant voir le deuxième point, l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, comme je vous le disais, l'idée, ça va être lorsque vous créez votre structure, faire différentes étapes. Dès lors que vous avez choisi finalement la forme juridique, EURL, SASU, vous allez devoir aller plus loin, notamment faire vos statuts. Les statuts qui vont être un élément essentiel, car les statuts vont préciser le fonctionnement de votre société par la suite, notamment le montant de votre rémunération, quelles sont les conditions pour qu'il y ait un ou plusieurs associés. Bref, on va dire que les statuts vont vraiment définir comment votre société pourra évoluer dans le temps. Donc, il ne faut pas se couper. Deuxième point essentiel à valider, le montant du capital. Quel est le montant de capital à faire apparaître sur votre CABIS? Donc, ce serait une question à se poser. Et ensuite, le dossier d'immatriculation à adresser au greffe qui mettra en évidence le fonctionnement fiscal de votre société. La TVA, l'impôt sur les sociétés, bref, pas mal de cases à cocher, pas mal d'informations qui sont attendues par le greffe afin que vous puissiez, à terme, recevoir votre CABIS. Pour le coup, l'objectif, c'est d'être accompagné sur tous ces points qui sont, comme vous pouvez bien le penser, essentiels lorsque vous décidez de vous lancer. Concrètement, nous, notre cabinet Number, on va vous accompagner sur la partie conseil, un peu comme j'ai fait, mais en rentrant dans le détail, bien évidemment, par rapport à votre situation, et vous apporter le conseil qu'il faut pour que vous puissiez vous lancer. On vous proposera de réaliser cette création pour vous de A à Z directement, et on vous mettra à disposition des outils pour vous aider à gérer votre structure. Voilà donc ces outils qui peuvent vous aider. On aura notamment Time Invoice, Time Account, des applications, une version web qui vous permettent finalement rapidement de suivre votre activité. On va donc passer maintenant aux questions. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Silvio pour votre présentation. On a en effet de nombreuses questions. Beaucoup de questions. On va commencer. Il y a une personne qui demande, puis-je créer ma SASU avec une adresse et la modifier si je déménage quelques mois plus tard? Alors, c'est possible effectivement lorsque vous créez votre société de préciser l'adresse de domiciliation. Donc, ça peut être soit une société de domiciliation à proprement dit ou votre adresse personnelle. Et ensuite, vous pourrez faire ce qu'on appelle un transfert de siège. En termes de coût, on est aux alentours de 500-600 € environ pour ce type de prestation. Merci beaucoup.
Que faut-il déclarer quand on crée son entreprise en auto-entrepreneur? Il suffit de dire si c'est du service ou vente, ou bien il faut préciser quel type de service ou vente? Alors, lorsque vous allez faire la création de la micro-entreprise, donc sur le site de l'URSSAF, vous allez quand même répondre à quelques questions. Donc, on vous demandera notamment le secteur d'activité concerné, ce qui vous permettra d'être dans une case ou dans l'autre. Donc, ça se fera assez naturellement, c'est relativement simple. En fonction de votre activité, vous serez dans une case entre guillemets. Merci beaucoup. Il y a une personne qui demande si en micro-entreprise, on cotise pour le chômage ou on cotise pour la retraite. Alors, il faut savoir que lorsque vous êtes dirigeant de votre structure, de votre business, que ce soit en micro-entreprise, en entreprise individuelle ou encore dans le format de la société, vous ne cotisez plus du tout au chômage. Alors, pour une raison très simple, étant donné que vous êtes votre propre patron, ça va être compliqué de vous virer vous-même et ensuite de bénéficier des aides liées aux salariés. Donc, pour le coup, pas de cotisation chômage pour les dirigeants. Merci beaucoup. Quel est le coût en moyenne pour la création d'une entreprise? Pour créer une structure, on aura des frais fixes qui vont être les frais de greffe, l'annonce légale, aux alentours de 300-500 euros. Et ensuite, les frais d'honoraires, donc d'un cabinet comptable comme Number Paris ou encore un cabinet d'avocats. Les prix vont être entre 500 et 2000 euros, ou des cabinets ou des services de Legal Tech en ligne à partir de 300 euros. Alors, il faut savoir que nous, Number Paris, on vous accompagne sur la création de votre société et on vous l'offre, cette prestation. Ça vous coûte 0 euros en passant par nous. Merci. Merci beaucoup. Si on déclare une activité telle sur un type de service, mais qu'on diversifie son activité et qu'on fait d'autres services, est-ce qu'on doit faire d'autres formalités ou pas forcément? Alors oui, vous avez la possibilité, surtout si vous avez par exemple une activité d'achat-revente et de prestation de services, vous aurez donc 2 micro-entreprises pour faire simple et 2 fiscalités différentes. Merci beaucoup. Il y a une personne qui dit qu'elle est actuellement en formation, qu'elle finance personnellement et elle voudrait savoir si elle peut déduire ce coût et les frais de déplacement si elle crée une société. Et si oui, quelle structure lui permet de faire ce... Alors, c'est possible dans une certaine limite quand même. Alors, légalement, on n'a pas de texte de loi qui vient préciser cette règle. Ce qui s'applique quand même, c'est souvent, on remonte jusqu'à 6 mois. On va rarement au-delà des 6 mois avant la création de la structure. Et que ce soit une EURL ou une SASU, ce sera possible de pouvoir faire passer cette formation. Maintenant, il faudra vraiment rentrer dans le détail. La formation, OK. La nourriture ou les frais de déplacement, ça peut être plus compliqué, mais c'est vraiment du cas par cas. Donc, ça, on pourra regarder ensemble et voir quel type de frais on pourra vraiment récupérer post-création de société. Il y a une personne qui demande combien de micro-entreprises a-t-on le droit de créer? Alors, souvent, on ne crée qu'une micro-entreprise en général dans la pratique. Maintenant, on peut aller jusqu'à 2 types différents. J'ai une activité de revente, je crée la micro-entreprise. Demain, je me dis, je veux faire du conseil aussi. Je peux avoir finalement 2 activités en micro-entreprise. Du coup, il y a une personne qui demande quelles sont les solutions pour assurer une bonne couverture sociale à un dirigeant. Avez-vous des partenaires en ce sens? Oui, alors c'est un point très, très, très important lorsqu'on est dirigeant, ne pas oublier cet aspect protection, surtout lorsque l'on a un pépin de santé, malheureusement quand ça arrive. Alors on a des partenaires en ce sens, je vais nommer par exemple Keepeo, mais plus globalement, on va dire que les assureurs le font très bien. Alors, nous, Number, étant donné qu'on a un cabinet spécialisé sur une typologie d'activité, donc en l'occurrence des activités de conseil, on a donc des partenaires également spécialisés pour plus d'efficacité. Donc, Keepeo fera largement l'affaire, notamment. Donc, je peux vous le mettre dans le chat si vous voulez aller sur leur site. Keepeo. Merci beaucoup. Il y a une personne qui demande quel est l'intérêt du portage salarial, s'il vous plaît. Alors, le portage salarial va être un mode un peu hybride entre le salariat et le fait d'avoir sa société. Lorsque vous êtes en portage salarial, l'avantage, c'est de pouvoir cotiser, par exemple, au chômage. Par contre, il faut savoir que ça vous coûtera
plus cher. Le coût d'un salarié est plus élevé que les 75% par exemple qu'en SASU. Et il faudra rajouter au coût salarial les frais de votre porteur. Donc finalement, financièrement, vous serez perdant. L'inconvénient, c'est notamment financier. Souvent, on reste en portage entre 1 an, 2 ans, un grand maximum, mais on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Autant créer sa structure et empocher ces 10-15% de frais et économiser sur le coût lié aux cotisations sociales. Merci. Il y a une personne qui demande s'il est possible dans le temps de passer d'une SARL à une SASU ou de gérant non salarié à gérant salarié. C'est possible. On peut créer une URL ou une SARL et ensuite faire ce qu'on appelle une transformation de société. Donc, c'est une démarche juridique qui est possible, effectivement. Donc, ça peut être dans le sens EURL SASU ou SASU EURL. Donc, c'est quelque chose que l'on fait en fonction de plusieurs critères, effectivement, en fonction de plusieurs schémas. Du coup, il y avait une question, quel est le montant minimum pour le capital d'une SASU, s'il vous plaît? Alors, le montant minimum 1 euro légalement. Dans la pratique, on va être sur des sommes qui vont être en général plus fortes. Une activité de conseil, on sera entre 500 et 2000 euros en général, s'il n'y a pas de notion d'image. Maintenant, en fonction de votre secteur d'activité, vous pouvez partir sur un capital plus fort. Il faut savoir que votre capital vous permettra tout simplement de faire face aux différentes dépenses que vous allez pouvoir avoir dans un premier temps et montre un peu la force financière de votre structure dans un premier temps. Merci. Que signifie la majoration du CA pour une EI, s'il vous plaît? Alors, je vais retourner sur le schéma afin que vous puissiez avoir directement. Alors, schéma que j'ai perdu, bien évidemment. Voilà. Donc, sur notre schéma, la majoration correspond à quoi? C'est la majoration de votre bénéfice. C'est-à-dire que vous allez avoir votre chiffre d'affaires moins vos frais, moins vos cotisations sociales, mais votre bénéfice sera majoré. Donc, si c'est cette année, si vous avez eu un bénéfice de 100 000 euros, vous allez avoir 120 000 euros à payer. Enfin, 120 000 euros sera la base de calcul pour le montant de vos impôts sur le revenu. Je vais reprendre. On va rajouter donc 20% à votre bénéfice pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Il vaut mieux l'éviter et prendre un prestataire externe pour éviter cette majoration de 20%. Merci beaucoup. Il y a une personne qui demande, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une association intermédiaire? Alors, une association intermédiaire, est-ce que je peux avoir plus de détails? Est-ce que c'est peut-être un groupement? Ce n'est pas un terme qui me parle particulièrement. Est-ce que la personne qui a posé la question peut m'en dire un petit peu plus? Non. Enfin, là, il n'y a pas de précision supplémentaire. C'est pas grave, on peut poser une autre question en attendant. Ok. Est-il possible de cumuler ARE et CA en tant que micro-entrepreneur? Alors, oui et non, entre guillemets. Concrètement, vous avez le droit d'avoir vos indemnités chômage et d'avoir votre micro-entreprise. Par contre, dès lors que vous aurez un encaissement, Pôle emploi viendra minorer le montant de vos indemnités, voire les supprimer en fonction du montant de la facture que vous allez encaisser et de votre indemnité. Donc, souvent, à terme, vous allez perdre, en tout cas, voire décaler vos indemnités chômage. Donc, j'ai envie de dire, oui, je peux légalement avoir les deux, mais non, réellement, je ne pourrais pas avoir d'un côté ma micro-entreprise qui me verse, où j'ai des revenus liés à mon activité professionnelle et des indemnités chômage. Donc, c'est pour cela qu'il faut créer une société pour venir dissocier auprès de Pôle emploi l'activité qui sera encaissée sur la personne morale, le URL ou la SASU, et vous qui allez pouvoir percevoir vos indemnités chômage. Donc, dans cette situation, on ne se pose en général pas trop de questions, on part sur une société. Comme ça, vous n'avez pas de sujet avec Pôle emploi, vous êtes serein. Alors, je vois, est-ce que c'est décalé dans le temps? Exactement, c'est ça, c'est décalé dans le temps pendant 3 ans, c'est limité. Donc, si votre activité débute, et je vous souhaite qu'elle perdure dans le temps, à terme, vous les perdez pour le coup.
En micro-entreprise, est-ce possible de couvrir une activité d'apporteur d'affaires, perception de commission sur CA générée? C'est possible, c'est une activité que vous allez pouvoir avoir avec une micro-entreprise. Vous serez considéré comme une activité de prestation de service. Il y a une personne qui demande également si c'est possible de créer sa SASU chez soi. En soi, oui, vous n'êtes pas dans l'obligation de passer par un cabinet comme Demeure Paris. Vous pouvez, si vous en avez les compétences, si ça vous plaît de bouquiner, seul créer votre société, prendre les différents documents et faire votre dossier directement. Merci beaucoup. Il y a une personne qui demande si les cotisations sont plus élevées en micro-entreprise par rapport à une SASU quand on déduit les frais. Alors, et on n'aura pas de lien entre les deux par rapport aux frais, j'entends. Lorsque vous avez une micro-entreprise, vous serez sur un taux de 22%, alors que lorsque vous avez une société, donc notamment la SASU, vous serez à 75%. Donc, ce sont des taux qui sont vraiment opposés. Et attention, on ne parle pas du tout de la même qualité de couverture. Si vous restez en micro toute votre vie, attention à vos revenus différés. Donc, j'entends par là la prévoyance en cas de pépin de santé, arrêt de longue durée ou encore la retraite. On ne sera pas du tout sur les mêmes montants. Merci beaucoup. Il y a une personne qui demande, en tant que dirigeant, on ne cotise pas pour le chômage, donc pas bénéficiaire en cas de problème. Quelle solution pour un chef d'entreprise? Deux solutions. La première, pourquoi pas souscrire une assurance chômage dirigeant? C'est quand même assez coûteux. Donc, c'est quand même plutôt rare comme schéma, comme solution. La deuxième, c'est faire de la réserve. Toujours par rapport à votre bénéfice, et ça, c'est une stratégie par rapport à votre conseil. Donc, à Demeure Paris, étant donné qu'on accompagne des profils comme vous, être vigilant sur la réserve et la force financière de votre structure. Donc, on le fera sereinement, mais c'est de vous permettre d'avoir année après année, mois après mois, de la visibilité en cas d'arrêt de votre activité de courte ou longue durée. Il y a une personne qui demande quel est le CA conseillé pour transformer la micro-entreprise en SASU. Alors, vous êtes dans l'obligation de quitter la micro-entreprise dès lors que vous allez atteindre les 72 000 €, mais sans forcément atteindre ce seuil, il y aura d'autres questions à vous poser, notamment quelle est la couverture sociale dont vous souhaitez bénéficier. Est-ce que vous avez la possibilité de bénéficier d'aide Pôle emploi? Et est-ce que vous avez énormément de frais professionnels? Voilà. Ce sont des questions qui vont vous aider à quitter la micro-entreprise et à basculer en SASU directement. Merci beaucoup. Il y a une personne qui demande, peut-on se déclarer salarié dans une entreprise unipersonnelle et si oui, laquelle? Alors, vous pouvez vous déclarer en tant que salarié, mais attention, c'est que vous n'êtes pas associé, vous n'êtes pas le dirigeant. Donc, en gros, vous êtes un salarié classique. Vous ne pouvez pas avoir la double casquette d'être dirigeant d'une structure, entre guillemets, et avoir un contrat de travail. Par contre, vous pouvez avoir votre société et être soit affilié à la SSI, soit être en SASU, être un dirigeant en ayant une couverture de cadre. Il y a une personne qui dit qu'elle pensait que le statut de libéral s'inscrivait dans le cadre d'une micro-entreprise, mais vous l'avez évoqué pour l'entreprise individuelle réelle. Est-ce envisageable pour les deux? C'est peut-être un abus de langage de ma part, mais effectivement, on va appeler profession libérale de base l'entreprise individuelle et partir en micro-entreprise est une option. Donc, ce n'est pas faux, effectivement, on peut être en profession libérale et être en micro-entreprise. Il y a une personne qui demande, en SASU, peut-on déduire les frais de fonctionnement bancaire, les intérêts d'emprunt? 3 petits points. Exactement. Lorsque vous avez une société, ça va être le grand avantage de cette forme juridique, c'est qu'on va pouvoir déduire toutes les dépenses qui touchent au fonctionnement de la structure. Donc, ça va être très important de pouvoir aller chercher toutes les dépenses pour venir optimiser. Et ça va être notre job de, là encore, vous guider et d'aller plus loin pour trouver, au-delà de ce qui peut paraître un peu évident, comme du matériel informatique ou des frais de fonctionnement bancaire, aller plus loin, comme du loyer, par exemple, trouver le bon calcul, etc. Merci beaucoup. Du coup, il y a une personne qui demande si l'on crée 2 micros, est-ce que chacune est soumise au seuil individuellement ou est-ce que l'ensemble des deux qui ne doit pas dépasser le seuil? Alors, si vous avez
Ça dépend. Si vous avez 2 activités de prestation de service, ça sera un seul seuil. Si par contre, vous avez une activité de prestation de service d'un côté et de l'autre, une activité d'achat-revente, ça sera 2 seuils différents. Merci beaucoup. Comment obtenir de bonnes infos quand on crée en étant indemnisé par le Pôle emploi, par Pôle emploi en parallèle? Se rapprocher de Number Paris. Et du coup, il y a une personne qui demande quel est le rapprochement entre Number Paris et Pôle emploi. Il n'y en a pas en soi. C'est Pôle emploi, organisme d'État, Number Paris, cabinet privé. Et étant donné que nous, on est spécialisé sur une typologie d'activité de conseil, ce sont toutes les questions que vous me posez, je les ai tous les jours. C'est mon quotidien. Donc, je serai à même, en fonction de votre situation, de pouvoir vous guider. On a un peu des relations privilégiées. On organise nous-mêmes des ateliers chez Pôle emploi pour le coup. Donc, on maîtrise en fait cet univers. Notamment lorsque vous avez une société, on vous demandera de justifier, par exemple, Pôle emploi vous demandera de justifier que vous n'avez pas de revenus. Donc, on saura quels documents vous transmettre, on pourra vous aider pour simplifier finalement votre quotidien. Et plus globalement, c'est vraiment l'objectif de notre cabinet, c'est venir vous aider au quotidien de la création à la clôture du bilan de votre structure. Il y a une personne qui demande si c'est possible de contacter Number si on n'est pas en conseil ou est-ce que vous êtes exclusivement spécialisé sur le conseil? Et si oui, comment vous contactez? Alors, je vais vous laisser mes coordonnées. Vous pourrez revenir vers moi directement et je vous mettrai également à disposition un calendrier afin de prendre rendez-vous avec un collègue ou moi-même en fonction de nos disponibilités. L'idée, dès lors que vous avez une question, on est là pour vous aider, mais au-delà du conseil, on fait de la compta aussi. C'est-à-dire qu'on vous fait du concret, on vous fait vos statuts, on fait votre dossier d'immatriculation, on fait votre déclaration de TVA, par exemple. Mais on vous apportera du conseil. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'être en mode clé en main. Vous n'avez strictement rien à faire lorsque vous êtes client Number Paris. Vous parlez des frais pré ou post-création de société qui peuvent passer dans les charges. C'est la question, du coup. Alors, est-ce que vous pouvez me la redonner, s'il vous plaît? Il y a une personne qui demande, vous parler des frais pré ou post-création de société qui peuvent passer dans les charges, pour interrogation. Je pense qu'elle veut peut-être plus d'informations. Ok, alors en fait, lorsque vous créez votre société, normalement, c'est qu'à ce moment que l'on peut déduire des dépenses liées en fait à la société. Maintenant, dans la pratique, on va quand même pouvoir récupérer certaines charges en amont, dès lors qu'on pourra prouver et rattacher l'intérêt d'avoir engagé cette dépense pour la création de la structure. Donc, il n'y a pas de liste exhaustive de dépenses, que ce soit avant la création de la structure ou même quand elle existe. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Donc, c'est lors de l'échange, en fonction de votre situation, qu'on verra quelle est la chose à faire. Est-ce qu'on pourra déduire ou non la dépense? Merci beaucoup. Il y a une personne qui demande si avec une SASU, est-ce qu'on peut proposer 2 types d'activités, les services et la vente marchande, par exemple? C'est possible. Dans vos statuts, il faudra bien faire apparaître toutes les activités que vous souhaitez réaliser. Donc, il faudra être très vigilant, justement, lorsque vous faites vos statuts, afin de pouvoir finalement anticiper les évolutions potentielles de votre activité. Donc, nous, par exemple, on va vous demander de ne pas lister ce que vous faites. On va prendre le temps de comprendre ce que vous souhaitez générer et partir sur de grands mots génériques afin que vous puissiez avoir cette latitude par rapport à votre activité et une évolution d'activité demain. Il y a une personne qui dit, j'ai entendu parler de la CFE, est-ce qu'on doit la régler même quand on a une période sans revenu? Et est-ce que c'est inclus dans les 22% de prélèvement? Alors non, la cotisation foncière des entreprises n'est pas inclue dans les 22%. Les 22%, c'est vraiment que les cotisations sociales. Alors cette CFE, elle est redevable uniquement sur le chiffre d'affaires généré. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de revenus, mais que l'année N, mais que l'année N-1, vous avez par exemple eu un chiffre d'affaires, vous serez dans l'obligation effectivement de payer cette CFE. Donc il faudra simplement, entre guillemets, anticiper, sachant que cette CFE n'est pas forcément élevée. Elle est calculée en fonction de 3 critères: la surface que vous utilisez pour votre activité, ainsi que votre chiffre d'affaires
et en fonction de votre lieu de localisation. Pour vous donner une petite idée, si vous avez un chiffre d'affaires de 100-150 000 euros, vous êtes à Paris, votre CFE sera aux alentours de 100-200 euros. Pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, concernant la CFE, la première année, vous avez une exonération totale. La deuxième année, vous avez une exonération partielle. C'est uniquement à partir de l'année 3 que vous êtes redevable de la CFE. Merci beaucoup. On a d'autres questions, mais je voulais juste vous dire entre-temps que vous avez envoyé les liens et les contacts seulement pour les conférenciers et non pour les participants, donc elles n'ont pas réussi à avoir les coordonnées, il me semble. Donc, je dois… Ok, très bien. Sélectionner en fait conférenciers et participants. Très bien. Donc, je vous laisse mon numéro de téléphone ainsi que mon adresse mail. Et je vous précise également un lien pour pouvoir convenir de rendez-vous directement si vous souhaitez. N'hésitez pas à aller sur notre site web où là encore, vous aurez la possibilité d'être rappelé très rapidement en remplissant la page contact de notre site web. Merci beaucoup. Et du coup, là, on a une autre question. En nom propre, entre parenthèses, donc micro-entreprise, le patrimoine est-il engagé? Je voudrais mieux comprendre cette partie entre la micro-entreprise et la société. Je vous remercie. Alors, lorsqu'on est en nom propre, micro-entreprise ou entreprise individuelle, il est vrai que vous n'avez pas de protection. Donc là, je vous donne un exemple concret. Un client vous attaque, un fournisseur d'attaque pour telle ou telle raison, vous perdez potentiellement. On peut saisir votre voiture, votre tableau à la maison, votre compte en banque en partie. Donc, c'est un élément à prendre en compte. En termes de responsabilité, on tend vraiment à parler des choses concrètes. En entreprise individuelle, vous avez votre résidence principale qui va être protégée, ça sera tout. Alors qu'en société, vous serez engagé uniquement à hauteur du capital. Vous créez votre société, vous mettez 1 000 euros de capital, vous risquez de perdre maximum 1 000 euros. Donc, c'est vraiment un schéma différent et c'est vraiment l'assurance tout risque de créer votre société, vous êtes serein. Merci beaucoup. Il y a une personne qui demande comment s'exonérer de cette CFE quand on a une activité au domicile des particuliers. Je suis soumise. Pas d'astuce, malheureusement. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de ne pas payer cette taxe. Dès lors qu'on a une activité qui génère des revenus, on est dans l'obligation de payer cette CFE. Merci beaucoup. Il y a une personne qui demande, accompagnez-vous aussi les SCIC? SCIC. Alors, la SCI, notamment, oui, si vous êtes client chez nous pour une SASU, une URL. Si vous nous confiez uniquement une société civile, on ne vous accompagnera pas. Du coup, il y a une personne qui demande, avec déduction de dépenses en SASU, nous diminuons donc le chiffre soumis à cotisation. Alors, lorsque vous avez effectivement en société des frais, ça vous permet de diminuer, alors pas le montant de cotisation sociale, mais le montant de l'impôt sur les sociétés à régler. Donc, l'intérêt pour vous, c'est de payer moins d'impôts sur les sociétés. Donc, c'est pour ça qu'il faudra créer des frais, entre guillemets, donc notamment des frais mixtes, qui pourront vous rapporter à titre personnel au lieu de payer de l'impôt sur les sociétés. Merci beaucoup. Il y a une personne qui demande, lorsqu'on choisit d'être franchisé dans les services à la personne, quel sera le statut? Alors, au-delà de la nature de l'activité, pour choisir la forme juridique adaptée, il faudra rebalayer, entre guillemets, les différents points essentiels pour vous en termes de protection sociale. Quelle est votre situation de santé personnelle? Est-ce que vous avez des indemnités Pôle emploi? Parce que peu importe votre activité, vous pouvez postuler à ces 4 formes juridiques. Donc, au-delà de l'activité, c'est vraiment quel est votre projet, où vous allez, etc. Merci beaucoup. Il y a une personne qui demande quels sont les différents modèles hybrides possibles. Alors, modèle hybride possible, on peut avoir une micro-entreprise et une SASU, par exemple. Attention, pour cumuler plusieurs formes juridiques à un système hybride, il ne faut pas que ce soit la même activité. Je décide d'avoir une activité en micro-entreprise parce que je fais de la couture, ça passe. Et en SASU, je veux une activité de conseil. Par contre, si je ne peux pas faire mon activité de conseil en micro-entreprise et faire ma SASU en conseil entreprise. Il faut que ce soit vraiment 2 activités distinctes.
il y a une personne qui dit que le lien que vous avez transmis transfère vers une autre, proposer rendez-vous avec une autre personne de Nova Expertise. Est-ce que c'est normal? Oui, exactement. Alors, en fait, ce Calendly tourne un petit peu entre guillemets de disponibilité, c'est Snezana. Et Nova Expertise, tout simplement parce qu'on a changé de naming il y a quelques jours. Donc, il y a encore peu, on s'appelait Nova Expertise, on s'appelle Number depuis quelques jours. Donc, c'est la famille, c'est la maison. C'est juste la devanture qui a changé en termes de naming. Les autres sites de Number proposent-ils les mêmes services que vous et aux mêmes conditions? Exactement, c'est ça. En fait, c'est un groupe, donc ce sera le même schéma, la même approche. Donc, vous avez effectivement Number Paris, vous avez d'autres villes. Effectivement, sur le site web, vous aurez la possibilité de choisir la ville en fonction de votre localisation et ils pourront vous apporter le même accompagnement avec la même approche. Bon, je vois que quelqu'un demande, est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous avec moi? Oui, c'est possible. Vous pouvez directement m'envoyer un mail ou m'appeler et je vous recontacterai et on pourra convenir de rendez-vous ensemble. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que si vous avez des dernières questions, on peut en prendre une dernière si vous n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Quel tarif pour un accompagnement Number? Je vous laisse me contacter, on pourra en discuter directement. Alors, pas trop de suspense pour faire simple. Nos tarifs sont identiques pour tous nos clients. Que peu importe votre chiffre d'affaires, l'idée c'est de vous proposer quelque chose de packagé, de clair, en toute transparence. Et je vous laisse revenir voir pour qu'on puisse en discuter. Merci beaucoup. Du coup, on va vous poser peut-être une dernière question. Oui. Quel conseil sur le statut le plus approprié me donnerez-vous pour créer mon entreprise avec une double activité, coaching et formation, sachant que je vais pouvoir bénéficier d'allocations de Pôle emploi? Ben là, comme ça, j'ai envie de vous dire SASU. Mais en réalité, c'est une erreur de ma part de vous donner la forme juridique d'entrée comme ça. N'hésitez pas à convenir de rendez-vous, soit avec Snezana, soit avec moi, pour qu'on puisse aborder d'autres points. Quel est le montant de vos indemnités? Est-ce que vous suffisent pour vivre? Pendant combien de temps encore avez-vous d'indemnités chômage? Toutes ces questions me permettra de vous dire, OK, on part sur la SASU pour telle ou telle raison, et on pourra vous aider à la lancer gratuitement. Merci beaucoup, Silvio, pour cette intervention. Il y a plein de commentaires dans la discussion qui disent qu'ils vous remercient beaucoup. Écoutez, ce fut un plaisir. Comment, pardon Les candidates vous remercient, les candidates, toutes les femmes qui ont assisté donc à votre présentation. Écoutez, merci pour votre écoute, merci pour vos questions. Effectivement, j'espère avoir pu vous permettre d'y voir un peu plus clair. Ce ne sont pas des sujets les plus sympas et les plus fun. Mais écoutez, ça me fait plaisir. J'ai bien bossé alors. Surtout, n'hésitez pas, si besoin, à revenir vers nous et on se fera un plaisir d'échanger avec vous pour vos projets. Merci beaucoup, bonne journée. Bon après-midi. Merci, bon après-midi. Au revoir.